Pratiquement toutes les matrices alimentaires sont susceptibles d'être contaminées par les pesticides. Il y a une extension donc dans l'utilisation de ces pesticides parce que on veut bien sûr protéger les grandes cultures et là bien sûr le but c'est protéger la culture et automatiquement avoir un bon rendement. Donc la recherche c'est le rendement, mais malheureusement parallèlement, si on utilise ces pesticides, donc automatiquement il y a le risque de toxicité. Généralement on ne dépend pas de la dose parce que même les microdosages, ils sont toxiques. Dans cette conférence-là, donc je vais aborder la question de la neurotoxicité alimentaire par les pesticides. Donc là, je cible l'organe, ce qui est donc le cerveau. Beaucoup de maladies sont dues donc à une toxicité quelconque donc de ces polluants. Bon, je peux citer le cancer par exemple, c'est le produit, enfin c'est parmi ces étiologies, c'est les polluants. Bien sûr, il y a d'autres facteurs, c'est les facteurs beaucoup plus génétiques, etc., viral. Il y a aussi l'Alzheimer, donc qui est connu donc pour être un petit peu la nécrose ou la dégradation donc de ces cellules-là, justement au niveau même des cellules gliales, des fois aussi au niveau donc de certains glandes donc endocrines au niveau de l'hypothalamus, et là donc ça peut donner le Parkinson. Aussi l'Alzheimer, c'est la dégénérescence neuronale d'une manière générale, quelle que soit la région du cerveau, d'accord. Bon, si ça touche bien sûr la région de la mémoire, donc ça donne disons l'Alzheimer, avec bien sûr les syndromes ou les symptômes que vous connaissez, donc l'oubli, l'amnésie, etc. Donc la contamination des matrices biologiques donc elle est due à l'utilisation des pesticides, peu importe d'ailleurs la manière, que ce soit une utilisation à forte dose, à petite dose. Donc comme je vous ai dit, l'orientation donc de cette conférence est dans le sens donc de la neurotoxicité, donc il s'agit des neurones, etc. Là, les pesticides donc ont plusieurs effets. Bon, des effets sur les régions, des effets sur le cerveau total, des effets sur la mitochondrie, des effets sur le processus de signalisation cellulaire, des effets sur l'apoptose, etc. C'est de la génomique, enfin le gène. Donc il y a des impacts donc très divers, justement, des pesticides dans les neurocytes. Bon, c'est pas trop visible, mais il faut dire que le premier produit, disons, qui donne une toxicité profonde à l'intérieur donc des neurones, c'est surtout les radicaux libres. Vous savez que les radicaux libres sont des agents qui sont intégrés dans la signalisation cellulaire de pas mal de voies. Ben, je vous dis par exemple la signalisation apoptotique de la toxicité des pesticides au niveau des cellules neuronales. Alors là, comme vous voyez donc, les pesticides peuvent entrer facilement par donc la barrière hémato-encéphalique cerveau, d'accord. Donc si on a donc une cellule neuronale, c'est un schéma donc représentatif, donc il y a une métabolisation d'une partie des pesticides parce que il y a quand même certains enzymes justement que ce soit d'oxydation, de réduction, enfin quelques enzymes. C'est pas comme les systèmes de conjugaison hépatique parce que le foie il est fait pour détoxifier. Par contre, le cerveau n'est pas fait pour détoxifier, donc il est un petit peu pauvre par rapport à la défense donc antitoxique en le comparant à d'autres organes qui sont installés dans cette fonction tels que les reins et le foie ainsi que l'intestin. D'accord. Donc il y a production élevée d'EROS, c'est en fonction donc de la partie qui n'a pas été éliminée des pesticides, et là donc on aura donc un déséquilibre au niveau donc du statut oxydatif. Il y a réduction, sinon disparition des systèmes antioxydants, que ce soit enzymatiques ou non enzymatiques. J'ai fait disparaître les enzymes, enfin les paramètres, disons antioxydants. C'est juste pour montrer, parce qu'en fait il n'y a pas de disparition totale en réalité, mais il y a une réduction quand même massive justement de ces facteurs donc antioxydants devant bien sûr la production intense des radicaux libres
Et là, donc, les radicaux libres, ils sont un petit peu, ils font le ménage. Hein. C'est eux donc qui sont là. Ils peuvent justement attaquer pratiquement toutes les molécules, telles que vous le savez, les macromolécules protéiques, lipidiques, acides nucléiques, les histones. Enfin, pratiquement toutes les molécules sont susceptibles d'être attaquées par ces radicaux libres. D'accord? Et là, donc, il y a donc altération moléculaire. Et vous savez que s'il y a l'altération moléculaire, il y a perte de la structure et automatiquement, il y a perte de fonction. Ça, c'est important. Moi, je donne un exemple pour, par exemple, le OH point qui attaque les doubles liaisons des acides gras des phospholipides membranaires. Là, ça nous donne donc une perforation par la suite parce qu'il y a des coupures. C'est une oxydation des doubles liaisons. Bien sûr, l'indicateur, c'est le MDA que vous dosez des fois. Enfin, pour ceux qui font le vivo, les in vivo. Sinon, donc ça donne des perforations au niveau donc des membranes, ce qui altère donc l'échange membranaire et automatiquement il y a donc aussi perte de fonction parce qu'il y a la fuite des ions, il y a la fuite même de certaines molécules et on va voir justement pour le cas de cytochrome C, disons de la chaîne respiratoire. La génotoxicité, c'est une approche toxicologique, c'est-à-dire si on veut évaluer un petit peu la toxicité neuronale ou la toxicité d'une manière générale, la génotoxicité, elle est importante. Elle est importante. Il y a bien sûr des paramètres qui permettent, enfin des facteurs qu'on peut doser, justement, qui indiquent qu'il y a une génotoxicité, c'est-à-dire l'altération structurelle, d'accord, des nucléotides. Et il y a justement des indicateurs. Je ne vais pas en citer. Hein, il y a donc des indicateurs qu'on peut évaluer et qui indiquent qu'il y a vraiment une génotoxicité parce que les ROS peuvent facilement attaquer que ce soit des histones, que ce soit l'ADN qui s'y enroule, hein, d'accord, parce qu'il est enroulé sur les histones. Et là donc, il peut provoquer donc la déformation structurelle de certains nucléotides, surtout les bases azotées. Sinon, il y a aussi des coupures, hein, des coupures d'ADN, les adduits, etc. Il y a pas mal donc de produits qu'on peut évaluer. La conséquence de la génotoxicité, c'est la tumeur, c'est-à-dire l'accumulation des erreurs génétiques. Si la cellule ne meurt pas et elle garde justement au moins un gène de division, un gène qui, soi-disant, qui contrôle la division cellulaire, ça veut dire donc on peut avoir des cellules qui cumulent déjà des erreurs, d'accord, et que cette cellule-là, parce qu'elle garde encore son pouvoir de division, donc elle va justement vers ce qu'on appelle la cancérisation. Elle va vers donc produire une cellule cancéreuse. Bien sûr, il y a les étapes que vous connaissez, initiation, promotion, et aussi donc pour avoir donc la cellule tumorale finalement, c'est-à-dire à la fin du processus. J'en passe, j'arrive à l'apoptose. Si la cellule ne se cancérise pas, il y a possibilité que cette cellule-là, si elle ne se cancérise pas, ça veut dire elle ne se divise pas après cumulation des gènes modifiés ou disons des erreurs génétiques. Généralement, elle perd, à partir de certains temps, dans certaines conditions, elle peut perdre justement le pouvoir de se diviser. Donc, elle va mourir. Et là donc, il y a bien sûr pour faire mourir, ou disons la mort cellulaire, il y a deux manières, que ce soit la nécrose, que ce soit l'apoptose. Dans le cas justement de la génotoxicité, si la cellule ne se cancérise pas, elle va mourir, mais elle va mourir par apoptose. Et là donc, il y a déclenchement d'une voie de signalisation apoptotique dans le sens de produire ce qu'on appelle des caspases actives qui coupent donc les liaisons peptidiques de toutes les protéines d'une manière non spécifique. C'est pourquoi donc sont dangereuses là ces activités, l'activité caspasique. D'accord? Elle attaque les histones, elle attaque les protéines membranaires, elle attaque pratiquement toutes les protéines d'une manière non spécifique. Et là justement, ça peut alors donc altérer la fonction cellulaire et automatiquement par la suite la mort, parce que si on tue, soi-disant, entre parenthèses, ces molécules protéiques, donc automatiquement on fait perdre alors tout fonctionnement cellulaire et automatiquement c'est la mort de la cellule.
Donc s'il n'y a pas, promotion vers la cancérisation, il y a bien sûr la mort cellulaire programmée. Et là, c'est suite toujours à la mutation, avec des zéros qui cumulent. Il y a la possibilité que la cellule meure justement par apoptose. Ce qui fait donc là, on peut, c'est-à-dire pour un petit peu jauger, pour explorer justement l'impact, je dirais, pro-apoptotique. Donc, il faut chercher les paramètres qui sont dans le parcours de signalisation apoptotique. Je cite les caspases, j'en ai déjà cité. Il y a plusieurs. C'est toute une gamme de caspases. Caspase 9, caspase 8, caspase 7, 3. Il y en a beaucoup, hein. Mais généralement, qu'on dose, qu'on a l'habitude de doser, c'est 8, 9, ce sont les caspases initiatrices. Et il y a le 3, caspase 3 et 7, ce sont les caspases exécutrices. D'accord? C'était quand on arrive à avoir caspase 7 et caspase 3, ça veut dire nous sommes dans la phase d'exécution, donc de la mort carrément donc de la cellule. Là, c'est une voie, disons, endogène, c'est-à-dire elle passe par le génome, c'est-à-dire l'impact des ROS, justement sur donc les gènes, et bien sûr, cet impact-là va élaborer une protéine qui s'appelle le BAX. Le BAX, là, c'est une protéine, donc justement, qui est un paramètre intermédiaire. Donc dans le parcours de l'apoptose, enfin de la signalisation apoptotique. Donc il va migrer vers les mitochondries et là donc il a un récepteur qui va justement même perturber la membrane mitochondriale, surtout en présence d'EROS. Et là, il y a le gonflement mitochondrial qui fait sortir donc les cytochromes C qui est indispensable pour la maturation de ce qu'on appelle la caspase 9. Donc, c'est une caspase, je dirais, j'allais dire, c'est-à-dire qui initie le processus de l'apoptose vers donc l'exécution de l'apoptose. D'accord? Il y a bien sûr la fuite aussi du calcium à cause donc sous l'effet de Bax. Le calcium, lors du gonflement mitochondrial, les pores géants qui s'ouvrent, donc il y a des ions qui sortent. Parmi ces ions, il y a aussi le calcium. Vous savez que le calcium, c'est un facteur justement activateur de beaucoup de protéases cytoplasmiques. Et là donc ces protéases se mettent alors disons à hydrolyser les protéines qu'elles rencontrent. Vous voyez donc il y a là donc double effet. Il y a l'effet des caspases, ça c'est un petit peu particulière, et il y a aussi l'effet disons des protéases activées par le calcium, les ions calciques qui sortent de la mitochondrie suite à son gonflement. Là, je cite donc ce qu'il faut rechercher comme indicateur pro-apoptotique. Vous avez le BAX, le BCL2, vous avez les caspases aussi, vous avez le cytochrome C cytoplasmique, parce qu'il a l'habitude d'être sur les chaînes respiratoires, et les mitochondriales, s'il se trouve dans le cytoplasme, bien sûr, il y a un taux qu'on considère comme normal. Mais s'il augmente dans le cytoplasme, ça veut dire qu'il y a une source mitochondriale derrière cette augmentation, et surtout donc suite à la perte de l'intégrité structurelle de la mitochondrie qui donne le gonflement et qui donne donc l'externalisation de cytochrome C qui déclenche lui donc le processus apoptotique. Il y a aussi les voies de signalisation. Pourquoi les voies de signalisation? Parce que vous savez que le cerveau, il a une fonction très importante qui s'appelle la neurotransmission. Et là, donc, il y a une signalisation déjà par les neurotransmetteurs. D'accord? D'abord, leur métabolisme, leur biosynthèse ou leur dégradation, leur complexation par des récepteurs et, disons, la voie de signalisation que vous connaissez. Là aussi, c'est important donc à explorer donc les voies de signalisation. C'est surtout qui concernent surtout la voie de signalisation de l'acétylcholine, l'adrénaline, la dopamine, d'accord. Ça, ces trois neurotransmetteurs sont impliqués dans ce qu'on appelle le processus d'apprentissage et le processus de mémorisation. C'est grâce justement à ces neurotransmetteurs que un enfant peut apprendre déjà, hein, et aussi peut mémoriser des connaissances.
Ça, c'est important. C'est-à-dire, on peut doser donc ces paramètres-là que ce soit dans le cerveau total, que ce soit dans les régions du cerveau, parce que il y a des fois des préférences. Par exemple, les neurones cholinergiques ou bien les neurones dopaminergiques. Là, ce sont donc des neurones de préférence. Donc, ils produisent, ils biosynthétisent donc ces neurotransmetteurs et ils sont responsables sur la neurotransmission, disons, dopaminergique. Sinon, la même chose pour ce qui est les régions à tendance à produire l'acétylcholine. Là aussi, il y a donc tendance à activer la neurotransmission cholinergique. La même chose que pour sérotoninergique. Vous voyez, donc, ces paramètres-là sont faciles à, bien sûr, avec les réactifs, enfin, c'est des kits généralement qu'on achète, justement, pour évaluer ces paramètres-là. Et là, justement, on peut avoir une idée sur je dirais la signalisation neuronale. Est-ce qu'elle est efficace? Non. Est-ce qu'il y a une perte de signalisation, etc. C'est-à-dire, ça nous donne donc une idée sur donc la fonction de la neurotransmission du cerveau. J'en passe parce que des fois je suis un petit peu asynchrone, d'accord. Donc pour les méthodes justement des voies de signalisation, bon, il y a les méthodes bien sûr, évaluation directe de l'activité enzymatique. Ça c'est, je vise une enzyme et je mesure son activité. Il y a aussi, enfin, je peux faire mieux pour ce qui est l'activité enzymatique. Je peux viser des enzymes qui sont clés dans la signalisation, telles que les MAP kinases par exemple. Les MAP kinases, enfin toutes les enzymes kinasiques ou bien phosphatasiques sont importantes justement pour l'activation du parcours de signalisation ou bien la désactivation de ce parcours. Vous voyez donc, je peux viser pas mal d'enzymes qui soient justement comme, soi-disant, une activité clé pour réaliser une signalisation. D'accord? Il y a aussi la protéomique cellulaire et là justement, donc c'est un domaine, d'ailleurs, c'est nouveau, enfin nouveau par rapport à ce que nous faisons en Algérie, quoique difficilement parce qu'il y a certains appareillages et aussi il y a les réactifs qui sont très chers, d'accord. On commence donc à s'intéresser à ce qu'on appelle les omics. Les omics, c'est tout ce qui est donc génomique, protéomique et métabolomique. C'est-à-dire une vision intégrale d'un phénomène pathologique. Et là, justement, on doit donc faire une étude génomique, protéomique et des fois métabolomique pour voir un petit peu s'il y a des facteurs métaboliques qui sont intégrés dans le phénomène pathologique. D'accord? D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez la thématique de prix Nobel 2016, qui est le Chinois qui a découvert l'ensemble des gènes, les 42 gènes, qui sont intégrés, impliqués dans le phénomène de ce qu'on appelle l'autophagie. C'est-à-dire la cellule, elle peut se tuer, mais elle ne se tue pas par un seul gène ou bien une enzyme. Elle met en exercice 42 gènes. D'ailleurs, c'est le résultat de sa découverte, donc pour donc lequel il a mérité le prix Nobel. Vous voyez donc, c'est juste pour dire que un phénomène, pas forcément qu'il soit, disons, qu'il soit la cause d'une modification génétique d'un gène ou deux ou trois. C'est possible, c'est un ensemble, un nombre élevé de gènes, donc qui peuvent être derrière justement cette altération, justement, ou là un phénomène quelconque, biologique même, dans la cellule. Donc la génomique cellulaire aussi, elle est importante, bien sûr avec la protéomique. Moi je vous ai dit l'amplification des protéines. Hein. Par exemple, nous avons une protéine de transport. Si elle est amplifiée plus qu'il le faut, ça veut dire elle nous indique quelque chose. L'amplification, donc, c'est un moyen justement pour évaluer un petit peu le parcours de signalisation. La même chose que s'il y a une disparition, disons, d'une activité, ou bien réduction d'une activité, ou disons une quantité de protéines. Et là, ça fait donc, ça donne toujours donc une indication sur une carence quelconque, justement. Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Postervision.